Les foules qui se précipitent au bord de la route, les bobs cochonous qui s'agitent au passage des coureurs et les cyclistes héroïques qui gravissent les monts en plein mois de juillet sous 30 degrés. Chaque année, le Tour de France fait parler de lui, que ce soit pour la beauté des paysages qu'il traverse ou pour les exploits sportifs qui y sont accomplis. Mais pendant de nombreuses années, le Tour de France a été associé à un fléau qui a gangréné l'histoire du cyclisme, le dopage. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du Tour de France 1999 et plus particulièrement d'un homme, Christophe Basson. Le Tour de France s'élance en 1999 du Puy du Fou. Si la ferveur du public est toujours de mise, cette année-là, une ambiance particulière règne au sein du peloton, et ça, c'est dû à ce qui s'est passé lors de l'édition précédente, le Tour de France 1998, avec une affaire de dopage qui avait ébranlé le cyclisme, l'affaire Festina. Le 8 juillet 1998, 3 jours après le début du Tour de France 98, un soigneur de l'équipe Festina, réputé comme l'une des meilleures équipes du monde à l'époque, est arrêté à la frontière franco-belge. Face à l'attitude suspecte du conducteur, qui panique un peu, ce qui devait être un simple contrôle de routine se transforme finalement en fouille du véhicule. Dans le coffre de la voiture de Willy Voet, les douaniers découvrent alors plus de 400 flacons de produits dopants et stupéfiants. EPO, amphétamines, hormones de croissance, testostérone, corticoïdes, un véritable arsenal de dopage. Willy Voet est donc placé en garde à vue et très vite, l'information circule et l'affaire éclate dans la presse. Un soigneur de l'équipe Festina a été arrêté à la frontière franco-belge, en sa possession 400 flacons de produits dopants en tout genre. Celui qui n'est autre que le soigneur personnel de Richard Virenque a été interpellé mercredi et présenté au parquet d'Ille dès hier. Après plusieurs enquêtes et perquisitions, l'équipe Festina, qui compte parmi elles le français Richard Virenque notamment, est exclue du Tour de France. Et donc vive le Tour de France 98 et je donne rendez-vous à l'année prochaine. Cette affaire a un vrai retentissement. Beaucoup ignoraient la question du dopage au sein du cyclisme, et quand l'affaire éclate, même si les Français sont encore dans l'euphorie de la victoire de la Coupe du Monde, la triche généralisée est révélée aux yeux du monde entier. Parce qu'en effet, là on n'a pas affaire à quelques individus qui se dopent de leur côté, mais vraiment un dopage codifié et organisé en équipe. Et si c'est l'équipe Festina qui se fait attraper lors de cette édition, on apprendra plus tard que la grande majorité du peloton était dopée. Cependant, quelques mois plus tard, alors que les investigations se poursuivent, deux coureurs condamnés qui appartiennent à l'équipe Festina, Amine Meyer et Christophe Moreau, déclarent que si le dopage est bien organisé en équipe, il y a un coureur chez Festina qui a toujours refusé de se doper. Et le nom de ce coureur, qui était jusque-là peu connu, va émerger. Son nom, c'est Christophe Basson. Alors pour revenir sur l'histoire de Christophe Basson, il devient cycliste professionnel en 1996 au sein de l'équipe Force Sud avant de rejoindre l'équipe Festina. En 1998, il fait donc partie de l'équipe, mais il ne participe pas au Tour de France parce qu'il n'a pas des résultats convaincants. Néanmoins, il sait parfaitement ce qui se trame au sein de son équipe, il est clairement au courant du dopage de ses coéquipiers. Mais lui, il refuse catégoriquement de se doper. Face à ce refus, son équipe va même lui proposer une augmentation de, tenez-vous bien, 270 000 francs par mois, donc c'est-à-dire plus de 10 fois ce qu'il gagnait à l'époque, s'il accepte d'utiliser de l'EPO, donc qui est un produit dopant. Même face à cette offre alléchante qui lui aurait permis d'améliorer en plus ses résultats, il refuse. Le nom de Basson sort donc de l'ombre lorsqu'on apprend qu'il est le seul de cette équipe à ne pas se doper. La presse commence à s'intéresser à lui, notamment Le Parisien, qui lui propose de donner des chroniques pour parler de la vie dans le peloton, mais aussi de dénoncer le dopage et les mauvaises pratiques. Il va changer d'équipe suite au scandale pour intégrer la Française des Jeux et grâce à ses résultats, qui sont plutôt bons cette année-là, il parvient à être sélectionné pour le Tour de France 1999. L'actualité de ce samedi est sportive avec le coup d'envoi. Le Tour de France 1999 commence forcément dans un climat particulier avec les premiers contrôles obligatoires pour l'ensemble des coureurs avant certaines étapes. L'affaire Festina est dans toutes les têtes, mais tout le monde espère que ce Tour de France sera celui du renouveau pour tourner la page du dopage. Malheureusement, on va vite se rendre compte que rien n'a changé. Dès les premières étapes, dans plusieurs colonnes, Christophe Basson s'étonne de l'allure moyenne particulièrement rapide des coureurs. La vitesse moyenne au Tour 1999 est en effet de 40,6 km/h
aucun tour n'avait jamais roulé à plus de 40,1 km/h. En plus de cette vitesse moyenne particulièrement élevée, un autre coureur crève l'écran cette année-là et s'attire les soupçons de Basson. Il s'agit de Lance Armstrong. À l'époque, Lance Armstrong n'est pas encore la légende qu'on connaît. Plus jeune, il était un grand espoir du cyclisme, mais un cancer aux testicules a freiné sa carrière. Il avait vraiment une chance sur deux de ne pas y échapper, mais il finit par guérir de son cancer. Il remonte sur son vélo en 1997, il enchaîne les bonnes performances et il parvient à revenir sur les routes du Tour en 1999 avec une étiquette de favori. Et il ne va pas décevoir puisque rapidement il prend le maillot jaune et il commence à écraser ses adversaires. Aujourd'hui, Armstrong était plus fort, trop fort, incroyablement fort. Comment ce coureur, qui n'a jamais été considéré comme un pur grimpeur, a-t-il pu infliger une telle leçon aux spécialistes de la montagne? Lui seul a la réponse. À tel point que Christophe Basson va écrire une nouvelle colonne dans Le Parisien où il se dit choqué du niveau d'Armstrong et il s'en étonne. Il met alors le doigt dans un dangereux engrenage qui va progressivement l'isoler au sein du peloton. En effet, ces colonnes qui dénoncent le dopage ne plaisent pas du tout aux autres coureurs, et bien que certains lui manifestent parfois leur soutien en privé, personne n'ose le soutenir publiquement. Ça commence même à comploter dans son dos. Au cours de la 10e étape du Tour, le 14 juillet, entre Sestrières et l'Alpe d'Huez, l'ensemble du peloton se met d'accord pour rouler lentement pendant les 100 premiers kilomètres, sans le prévenir. Basson, il va apprendre la nouvelle par un mécanicien et, excédé par ses comportements, il décide d'attaquer dès le départ. Le peloton le reprend et fait en sorte de le bloquer derrière, puis il se passe quelque chose que Basson racontera en 2012 à la BBC. Et puis, Lance Armstrong m'a rejoint. Il m'a attrapé par l'épaule parce qu'il savait que tout le monde regarderait et il savait qu'à ce moment, il pouvait montrer à tout le monde qu'il était le patron. Il m'a arrêté et il a dit que ce que je disais n'était pas vrai, que ce que je disais était mauvais pour le cyclisme, que je ne devais pas le dire, que je n'avais pas le droit d'être un cycliste professionnel, que je devais arrêter de faire du vélo, que je devais quitter le Tour et a terminé en disant « fuck you ». J'étais déprimé pendant 6 mois, je pleurais tout le temps, j'étais vraiment en très mauvaise posture. Plus tard, Armstrong va confirmer cette histoire. Basson est alors progressivement évité par l'ensemble des coureurs. Beaucoup le qualifient de lâche, qui n'a parlé que pour redorer sa propre image. Face à la pression du peloton qui le malmène, il finit par craquer et abandonne le Tour de France. Du coup, je me mets à dos tout le peloton en fait. Même les gens de mon équipe ne me parlaient plus. Donc j'abandonne le Tour de France 99 au bout de la 13e étape, je crois. Le Tour est remporté largement par Armstrong au sein d'un peloton massivement dopé. Armstrong enchaînera 7 victoires d'affilée sur le Tour de France jusqu'en 2005. Dans les années 2010, les révélations de dopage vont se multiplier, les langues commencent à se délier, les témoignages des anciens coéquipiers d'Armstrong l'accablent, donc sa tricherie va être exposée au grand jour. Après une injection de PO, on mettait la seringue dans la canette et on l'écrasait. Kevin, Lance et moi, on mettait les seringues et on faisait ça. Ces 7 titres lui sont retirés en 2013 et il finit par avouer en direct à la télévision qu'il se dopait. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Les aveux tant attendus n'auront pas été longs à venir. En quelques questions rapides, dès le début de l'interview, Lance Armstrong a déjà dit l'essentiel. Oui, il s'est dopé à l'EPO, à la testostérone, par transfusion. La fin d'un long mensonge qui aura duré près de 2 décennies. Christophe Basson, lui, après le Tour 99, il continue sa carrière à une moindre échelle, tout en continuant à subir le harcèlement de certains coureurs qui, par exemple, essayent de le pousser dans le fossé en pleine course. Sympa. J'avais un contrat qui durait jusqu'à 2001, j'ai continué, c'est devenu du harcèlement physique, harcèlement moral, on me mettait dans le fossé et tout, parce que je dérangeais ce milieu. En 2001, il met fin à sa carrière pro et il se tourne vers le trail et le VTT. Il s'engage aussi dans la lutte contre le dopage au sein du cyclisme. Et au mois de novembre 2013, il est fait chevalier de l'Ordre national du mérite. Bon, ça fait 10 minutes que tu parles de vélo, mais tu nous as toujours pas parlé de Dieu. Bouge pas, on y vient. Alors peut-être que certains d'entre vous vont être un peu déçus, mais on ne sait pas grand-chose de la foi de Christophe Basson. Il n'en a jamais parlé, donc je ne peux pas vous dire que c'est un chrétien convaincu. Mais si je vous ai raconté son histoire, c'est qu'il est à mon sens un exemple parfait pour illustrer une vertu qui est aujourd'hui particulièrement importante dans la foi catholique, la liberté intérieure. La liberté intérieure, c'est le fait d'arriver à rendre sa conscience hermétique
aux contraintes extérieures et au regard des autres. Concrètement, c'est avoir une capacité à décider vraiment en fonction de ce qui nous rend heureux et pas en fonction de ce que les autres pensent. Et Christophe Basson, il a une liberté intérieure de dingue. La majorité du peloton était dopé, tout le monde le savait et tout le monde le cautionnait. Et lui, il a eu ce courage de dire non à la triche et même de la dénoncer publiquement malgré tout ce que ça lui a coûté. Il s'est mis à dos le peloton, il a refusé des sommes d'argent et il a subi du mépris des autres parce qu'il a préféré être en vérité. Il était conscient qu'il serait plus heureux en faisant de moins bons résultats sans tricher qu'en étant un champion dopé. Et l'histoire lui a donné raison avec la condamnation d'Armstrong et de nombreux dopés. Les deux hommes d'ailleurs se sont rencontrés en 2013 et le septuple vainqueur déchu a présenté ses excuses à Christophe Basson. Dans une interview à Ouest France en 2019, ce dernier explique pourquoi il a décidé de rencontrer Armstrong ce jour-là. « Je voulais lui montrer que les choix à court terme n'étaient pas toujours les bons. Lui a fait des options à court terme, moi non. Et le plus heureux des deux, c'était moi. » Magnifique leçon de vie, merci Cricri. Je crois qu'on peut s'inspirer de Christophe Basson dans plein de registres de notre vie. Quand on est chrétien dans la société actuelle, il y a plein de choses sur lesquelles on doit être à contre-courant, comme a dit le pape François, que ce soit dans notre rapport à l'argent, à l'alcool ou même à la sexualité. C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que cette chose est bonne. Derrière chaque acte qu'on pose, derrière chaque geste, il faut se reposer la question du bon, du beau, du vrai. Dieu est vérité. On pourrait conclure tout simplement avec le premier psaume de la Bible. « Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. » C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses sur le cyclisme et surtout que ça vous a inspiré sur la notion de liberté intérieure. Moi j'ai beaucoup aimé travailler sur cette vidéo parce que j'aime beaucoup le cyclisme, je regarde le Tour de France depuis que je suis petit, donc voilà, c'était un plaisir de partager ça et de trouver un exemple qui je trouve illustre assez bien cette notion de liberté intérieure et de recherche de la vérité. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche, mettre un like, un petit commentaire, ça fait plaisir et c'est bon pour le référencement. Sur ce, je vous dis à très bientôt et que la paix soit avec vous.